La Voix d'Afrique. Bonjour chers abonnés de La Voix d'Afrique. La transition malienne est officiellement fixée à 24 mois, soit 2 ans. Cette nouvelle est diversement appréciée à travers la ville. Nous avons approché M. Mahamadou Djouara, sociologue. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il pense de cette situation. Monsieur Djouara, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Mahamadou Djouara. Je suis sociologue, comme vous l'avez dit, et je suis, entre autres choses, le chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale au Mali. D'accord. Je suis aussi président de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine, UJPA. D'accord, merci. Comme nous le savons tous, la transition malienne elle est officiellement fixée à une durée de 24 mois, soit 2 ans. D'accord, nous avons quelques questions à vous poser par rapport à cela. D'accord. La transition elle est prolongée à 2 ans. Que pensez-vous de cela? Alors, merci beaucoup. Il faut d'abord retenir que, comme vous l'avez dit, la transition au Mali a effectivement bénéficié d'une prolongation de 2 ans. Oui. Parce que au moment où la transition s'installait, c'est-à-dire au mois de novembre, septembre 2020, quand les concertations se tenaient, les Maliens avaient estimé qu'il fallait une plus large durée, mais les injonctions de la CEDEAO ont amené les autorités à avoir le souci d'une temporalité acceptable. Hélas, la marche de la transition nous a montré à la pratique que ce délai était intenable. C'est pour cela que les Maliens rassemblés à la faveur des Assises nationales de la refondation ont estimé qu'il fallait réétudier la durée de la transition. Par mesure de prudence, c'est une fourchette de temps qui avait été donnée allant de 6 mois à 5 ans. Cette fourchette de temps, c'est celle qui avait été discutée à l'occasion des Assises nationales de la refondation, mais c'était une base de discussion pour aboutir à un délai raisonnablement acceptable. C'est pour cela que les autorités maliennes, aussitôt après les ANR, ont dépêché une mission auprès de la CEDEAO pour leur rendre compte de ce qui avait été discuté par les Maliens relativement à la durée de la transition. Et malheureusement, au lieu que cela aboutisse systématiquement à une négociation entre les deux parties, ou au moins une discussion technique entre les deux parties, ça a provoqué les sanctions que vous avez connues. Bon. À l'issue des sanctions, le gouvernement du Mali a entrepris plusieurs démarches auprès de la CEDEAO pour essayer de faire comprendre objectivement et rationnellement qu'il y avait une durée nécessaire pour arriver à l'organisation des élections et ce qui ne pourrait pas se faire sans certaines réformes telles que l'a prédit la CEDEAO elle-même. Parce que je rappelle que la CEDEAO avait quand même déclaré ici au Mali qu'après les élections présidentielles qui ont amené Ibeka au 2e tour, il ne fallait organiser aucune autre élection avant d'avoir fait les réformes dans le fichier électoral et dans le système électoral qui étaient nécessaires pour que les élections soient crédibles. Le non-respect de cette disposition a fait que les élections législatives qui ont suivi, hélas, sans que ces réformes n'aient lieu, ont conduit justement à la crise qui nous a conduit au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et à l'avènement de cette transition. Donc, il fallait un délai technique. Un délai technique, ça veut dire quoi? Quelles sont les réformes qui sont nécessaires? Quelles sont les actions préalables à une élection qui sont indispensables? Quel est le temps objectivement requis pour que ces actions puissent se poser afin que l'élection soit un facteur de stabilité et non le premier pas vers une nouvelle instabilité. Et donc c'est dans ces discussions-là que de 5 ans, le gouvernement du Mali a revu sa note jusqu'à 24 mois. Voyez-vous? Et aujourd'hui, je pense que l'échec, on va dire entre guillemets, de la dernière rencontre de la CEDEAO, dans laquelle, sans argument, en tout cas valable, des explications claires données, la CEDEAO a quand même décidé de repousser ça à 1 mois, en maintenant les sanctions contre le Mali. Le président de la transition a décidé de justement
confirmer cette prorogation. Donc pour moi, les 2 ans sont le délai raisonnable. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'objectivement, on ne peut pas réaliser les objectifs en deçà de ces 2 ans. D'accord. Alors, est-ce qu'avec cette nouvelle, on peut s'attendre à une levée de sanctions contre le pays? D'abord, les sanctions contre le Mali sont des sanctions qui sont illégales. On ne cessera pas de le dire. Il n'y a pas d'instrument au niveau de la CEDEAO qui autorise ces sanctions. Elles sont illégitimes parce qu'il n'y a pas eu d'action à proprement parler qui justifie qu'on aille à une telle extrémité. Bon, maintenant, la levée de ces sanctions dépend, parce qu'aujourd'hui pour moi ces sanctions tiennent simplement sur une question d'ego et pas sur une question d'objectivité. Ce n'est pas parce que le Mali est dans une, qu'on appelle ça, dans un refus de respecter les règles de la CEDEAO que nous sommes sanctionnés. C'est parce qu'un certain nombre de chefs d'État et un certain nombre de personnalités ont estimé que leur ego est engagé. Et c'est pour cela que les gens ont de la peine à retourner, à repousser chemin. Sinon, il n'y a pas d'explication logique. Maintenant, la CEDEAO elle-même, dans son communiqué, a dit qu'elle prend acte de la décision, en tout cas un communiqué que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quel est son degré de fiabilité, mais la CEDEAO, dans ce communiqué-là, dit qu'elle prend acte de la décision du Mali de proroger la transition. Elle déplore que cela soit fait pendant que les discussions sont en cours, mais elle continuera les discussions. Bon, maintenant, on espère que ces discussions qui vont se poursuivre pourront permettre aux gens de mettre les égos de côté et d'aller dans des décisions qui soient conformes aux normes de la région et puis à la logique, quoi. D'accord. Aux dernières nouvelles, on a constaté qu'il y a une hausse de montée des prix des carburants. D'accord. Est-ce que cette hausse est due à la sanction ou à la guerre en Ukraine? D'abord, premièrement, il faut savoir que les sanctions prononcées par la CEDEAO ne concernent pas spécifiquement le carburant. C'est bien dit que les hydrocarbures ne font pas partie. Donc, la hausse des prix du carburant, normalement, c'est lié, j'allais dire, à chose qu'on appelle ça, à la crise ukrainienne et à la crise mondiale. Cette crise ukrainienne a provoqué une crise au niveau mondial. Et je pense que c'est celle-là qui doit expliquer un peu la montée des prix au niveau du carburant. Mais je pense que les mesures de régulation seront prises parce que ça ne concerne pas que le Mali, ça concerne voilà, tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelle analyse faites-vous de ce pouvoir politique? Alors, premièrement, je l'ai dit souvent, la transition que nous vivons au Mali, c'est une transition démocratique. Pourquoi est-ce une transition démocratique? Parce que c'est une transition d'abord qui est prévue par la Constitution, donc elle est constitutionnelle. La Constitution du 25 février 1992 prévoit dans son titre 13 la transition comme une période de gouvernance démocratique. Et la Constitution du Mali est le fondement de toute disposition juridique. Et l'article 121 de la Constitution stipule que tout pouvoir en République du Mali tire son fondement de la Constitution. C'est notre Constitution qui prévoit cette transition. Elle intervient dans quel cadre et dans quelles circonstances? Elle intervient dans la circonstance où les institutions de la République, qui doivent en temps normal conduire l'action républicaine, sont défaillantes et que leur défaillance est irréparable par les mécanismes de réparation prévus par la Constitution. C'est-à-dire que notre Constitution prévoit des institutions qui tiennent les 3 pouvoirs. L'exécutif, à travers le président et le gouvernement, le législatif, à travers l'Assemblée nationale, et le judiciaire, à travers les institutions judiciaires, notamment la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice et le reste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand une institution est défaillante, parce qu'il y a X ou Y anomalie, il y a des mécanismes de réparation qui sont les procédures d'intérim. Ça, c'est les réparations. Il y a les réparations temporaires et les réparations définitives. Donc, l'intérim temporaire est appliqué quand la vacance est temporaire. L'intérim définitif
Et la vacance définitive, n'est-ce pas, donc est assurée par un intérim programmé. Par exemple, quand le président est définitivement absent, le président de l'Assemblée le remplace pour 40 jours, il organise des élections pour le remplacer. Voyez-vous. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que au départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, de son chef, en tant que chef de l'État, il a dissous l'Assemblée nationale. Il a accepté la démission du gouvernement avant de démissionner. Il a provoqué donc un vide institutionnel. Ce vide institutionnel concerne 3 institutions de la République. Et ces 3 institutions de la République constituent en elles les 2 pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, dans leur entièreté. Cette défaillance institutionnelle dans la constitution du Mali faisait que l'État n'était plus fonctionnel. Hélas, la vacance de ces 3 institutions était concomitante. Et la concomitance de cette vacance rendait inapplicables les mesures réparatoires en termes d'intérim temporaire et définitif pour les 3 institutions. Donc, l'irréparabilité de la dysfonctionnalité des institutions nous amène à aller à une mesure de substitution. Quand un véhicule n'est pas en bon état, on le répare. Mais quand il est irréparable, on le remplace. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est ce qui s'est passé. La Constitution a prévu que dans le cas où ces institutions ne sont pas réparables, eh bien, on met en place des organes de transition qui les remplacent jusqu'à l'avènement de nouvelles institutions. Voyez-vous? Et c'est ce que l'article 122 du titre 13 de la Constitution dit. Et donc, ce sont ces dispositions de notre Constitution qui ont été appliquées. Et pour ce faire, le principe démocratique consiste à ce que ce soit le peuple malien qui mette en place ces organes de transition. Que ce soit ce même peuple malien qui donne mandat aux dirigeants de ces organes de transition pour pouvoir agir. Voilà pourquoi les concertations des 10, 11 et 12 septembre ont permis que le peuple malien, à travers les forces vives de la nation, réunies à cet effet, mette en place une charte de transition complémentaire à la Constitution pour mettre en place les mécanismes prévus dans le titre 13 de la Constitution, afin que ces mécanismes viennent remplacer les institutions vacances en attendant qu'on mette en place de nouvelles institutions. Donc, la transition, le régime dans lequel nous sommes, c'est un régime démocratique de la Constitution du 25 février 1992, telle qu'elle l'a prévu. Seulement, une fois qu'on a dit ça, beaucoup de débats sont là. Beaucoup de personnes, et je le dis, aux premières heures, je faisais partie de ceux qui pensaient que on est en train d'aller dans un coup d'État. Je l'ai même affirmé. Avant d'approcher de près la situation et de savoir les mesures qui avaient été prises par les autorités et le président sortant avant sa démission, et comment les choses se sont articulées. Et avant d'avoir la chance d'ailleurs d'être associé au processus de préparation de l'activation de ces dispositions de la Constitution. Voyez-vous, parce qu'en tant que membre du comité scientifique, rapporteur général, j'ai eu l'insigne honneur et l'immense opportunité de participer à ce processus. Donc je peux en témoigner avec aisance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens disent que non, c'est un régime militaire. Beaucoup de gens disent que c'est, qu'on appelle ça, on a une militarisation de l'État. Je rappelle que, de mémoire, on a eu peu de gouvernements qui ont compté moins de militaires que ça. En général, on a toujours eu plus de militaires que ça. On a eu des présidents généraux, premiers ministres généraux, plusieurs généraux dans le gouvernement, plusieurs fois. Et dans tous les gouvernements qu'on a eu, il y a toujours eu des militaires, et de haut niveau. De la même manière que dans les ambassades, comme dans les gouvernorats, comme dans les préfectures, on a toujours eu des militaires. Le Mali n'a jamais été gouverné seulement par des citoyens civils ou des citoyens militaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'articulation entre le civil et le militaire n'envoie qu'à une inclusivité dans la gouvernance du pays. Et le militaire, le fait de porter la tenue ne lui ôte pas sa dimension citoyenne. Quand bien même, dans l'exercice de ses fonctions militaires, il est censé rester sous l'autorité civile. Voilà. Mais ça, c'est dans le cadre du fonctionnement normal de la République. Mais quand on rentre dans la transition, la participation des militaires au processus de restauration de l'ordre institutionnel déchu de la Constitution,
n'exempte pas les militaires du processus. Et pour preuve, la constitution du 25 février 1992, qui est le socle de notre démocratie, elle a été promulguée par un lieutenant-colonel en service, notamment M. Amadou Toumani Touré. Et c'est l'article 119 de la Constitution qui le dit. De la même manière, le titre 13, qui a permis l'installation de cette transition, prévoit justement que des organes de transition tels que le CTSP procèdent à un tel exercice. Alors même que le CTSP était composé de 15 membres, dont 10 militaires et 5 civils, et présidé encore par un militaire. Donc notre constitution prévoit qu'en cas de transition, des militaires non seulement participent à la gouvernance, mais peut-être puissent même être à la tête des organes de transition qui gouvernent. Si on fait une lecture liée à la constitution et qu'on veut prendre en compte la légalité des procédures qui sont en cours dans la transition actuelle. Et pour autant, il n'y a pas une seule composante des citoyens qui a le monopole de participer à ce processus de transition. D'accord. Tous les Maliens rêvent d'un Mali Koura. Alors, que faut-il faire pour combler ces attentes? Les Maliens vivent une situation qui est à contrario de la mémoire qu'ils ont de leur pays, de l'image qu'ils ont de leur identité en tant que Maliens, et aussi des aspirations qu'ils ont pour leur avenir. Parce que pendant le tracé de notre histoire post-coloniale, nous avons connu hélas, plus de bas que de haut en matière de gouvernance et en matière de construction humaine. Pour le sociologue que je suis, nous avons totalement failli. Il s'agit pour nous aujourd'hui de reprendre notre pays en main, de redonner de la dignité au Mali, de redonner, on va dire, un cadre de vie sécurisant, épanouissant pour le Malien, prenant en compte l'ensemble des dimensions. C'est pour cela que les Maliens ont aspiré à une refondation nationale. Mais quand on parle de refondation, ce n'est pas les murs et le toit qu'on doit toucher. Ce sont les fondations d'abord. Et c'est après les fondations qu'on arrive aux murs et autres. Et quand on dit de refonder le Mali, j'ai entendu certaines personnes dire Malikoura, l'ancien Mali n'était pas bon. Non, il s'agit de constater que la mauvaise gouvernance et par endroit l'inadaptation de la structure étatique avec notre nation ont tellement conduit le pays dans une mauvaise direction que ça finit par affecter les fondations même de notre nation. Les éléments fondamentaux sur lesquels l'union entre les composants de notre nation a été bâtie, c'est elles qui ont été entamées. Parce que notre État est hérité d'un État qui a construit l'unité dans l'uniformité, alors que notre nation a construit son unité dans la reconnaissance, la valorisation et la réglementation de l'interaction des éléments qui constituent sa diversité. C'est-à-dire que chacun est ce qu'il est, mais en dépit de ce qu'il est, il trouve avec les autres quelque chose en commun qui fait que nous avons une macro-identité collective qu'on peut appeler nationale. Voyez-vous? Et donc, la marche de cet État uniformiste était à contrario de celle de notre nation diversifiée. Et donc, du coup, les procédés, les procédures, la vision, la procédure, les instruments ont sérieusement secoué la nation. Et c'est les conséquences de ça qui font qu'aujourd'hui, de plus en plus, les communautés peinent à cohabiter. De plus en plus, les conflits traditionnels qui étaient gérés deviennent des problèmes. De plus en plus, les règles établies depuis des millénaires qui ont permis la cohabitation de modes de production socio-économique sur le terrain deviennent aujourd'hui conflictuelles à un degré, j'allais dire, de violence inédite. C'est pour cela qu'il s'agit pour nous de re-questionner les fondements pour les restaurer. Quand on regarde, il y a un certain nombre de valeurs qui ont été sociologiquement établies, qu'on peut appeler même des construits anthropologiques. Quand on prend le signoyen, qui est une valeur importante, une institution d'ailleurs dans notre société, mais son contenu n'existe presque plus. Quand on prend le tanamagnorien, qui est une valeur importante, permettant de souder les communautés différentes et de renforcer les liens entre ces communautés-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait? Quand on prend le nimoya,
qui permet, à partir des alliances stratégiques, les alliances filiales permettant de créer des alliances politiques et sociales, c'est à travers le mariage. Le numéro 1 aujourd'hui, quel est le contenu qu'on y donne? Quand on parle de Sanankunya, aujourd'hui c'est devenu juste la stricte dimension de plaisanterie qui est temporaire et passagère. Mais derrière cette plaisanterie, il y a tout un construit, il y a un ensemble de valeurs, il y a des sacralités qui ne sont plus transmises de génération en génération. La chaîne de transmission des valeurs a été brisée. Le référentiel auquel les hommes s'appuient pour raisonner, ce référentiel est en train d'être bousculé et remplacé par celle d'une autre logique. Il y a tellement d'éléments, tellement de construits dans notre société qu'on est en train d'abandonner qui font que finalement aujourd'hui, on n'est plus les Maliens qu'on pense être, ou les Maliens auxquels on pense quand on évoque notre histoire. Il s'agit pour nous de questionner ça. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses. La nation, le tissu national, qu'est-ce qu'il est, sur quoi il repose, qu'est-ce qui le consolide? Il faut qu'on travaille sur ça. Il y a l'homme, parce qu'on vit une crise ontologique. L'être humain malien est porteur dans sa conscience d'un certain nombre de valeurs qu'il trahit dans sa matérialité à travers les actes qu'il pose. Justement parce qu'il y a cette dualité dans laquelle il se meut. Il s'agit pour nous de restaurer les mécanismes de construction humaine. C'est pour cela que la feuille de route de transition a demandé une refonte du système éducatif. Et cette refonte du système éducatif est censée prendre en compte tous les espaces de construction humaine, de la naissance au cimetière. Restaurer les instruments de construction humaine par aire culturelle et par communauté. Et ensuite à l'échelle nationale. Revaloriser et réhabiliter les acteurs de la construction humaine, chacun dans son espace, pour permettre que le Soninké soit Soninké et qu'il comprenne qu'en tant que Soninké, il y a des choses qui ne se doivent pas entre lui et un Malinké. Que le Dogon soit Dogon et qu'il sache qu'en temps normal, en tant que Dogon, il y a des choses qui ne peuvent pas entre lui et un Songwe ou un Tamashek. And so on. C'est ce travail qu'il est important de faire. Et après, maintenant, il s'agit de voir notre État. L'État que nous avons, comme je l'ai dit, qui est uniformiste. Comment l'amener à prendre en compte notre diversité, à en être la garante, ou sinon le garant du moins, et à créer les conditions pour justement les conditions pour garantir l'épanouissement des hommes et des femmes ainsi que des communautés qui composent le tissu national. Voilà les gros sentiers qui doivent être faits pour lesquels le peuple malien est attentif. Mais tout ceci n'est possible que si bien entendu nous arrivons à créer les conditions de sécurité pour que l'État soit présent et que le territoire puisse être administré. Et c'est à cela que les autorités maliennes s'attellent aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des Maliens? Mon message, c'est de dire aux Maliens que nous avons une grande nation. Cette grande nation est le fruit d'une œuvre héroïque et salutaire de la part de nos aïeux. Et que cette construction éminemment importante que le monde entier a eu l'occasion par plusieurs moments de son histoire de l'admirer, nous avons le devoir de le préserver. Mais pour ce faire, on ne peut pas restaurer la dignité, réhabiliter la mémoire de la nation et garantir la souveraineté sans des grands sacrifices. Ces sacrifices ne sont pas seulement d'ordre économique, c'est aussi une violence sur soi-même pour accepter justement de changer de comportement, pour accepter d'amorcer le chemin du changement. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit les signaux que la crédibilité réinvestit les processus publics et officiels. On voit de plus en plus que l'État prend des mesures pour assainir les différents mécanismes d'arbitrage. On voit de plus en plus que l'État prend le courage d'affronter souvent des adversaires assez costauds pour permettre que la voix du Mali soit respectée. Et le peuple malien que je salue énormément pour avoir accompagné cette dynamique avec véhémence, avec résistance, avec résilience, je l'invite à être davantage déterminé. Et je voudrais ajouter à cela que le facteur sur lequel l'adversaire peut le plus réussir, c'est celui de la désunion. C'est pour cela que nous devons mettre de côté nos différences et nos divergences. Nous devons nous appuyer sur une union sacrée. Cette union sacrée pour nous réconcilier dans nos contrées, nous réconcilier au niveau national et nous concentrer sur la construction
d'un Mali dans lequel nos enfants peuvent émerger avec sécurité, avoir les conditions d'épanouissement et avoir surtout la garantie que leur dignité et leur honneur seront préservés dans le concert des nations. Et je pense que c'est la voie que le peuple malien a choisie. J'invite ce peuple à davantage se renforcer dans cette voie et à faire taire toutes les petites voix qui peuvent nous diviser. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais la détermination des hommes peut corriger toutes les imperfections et garantir un avenir meilleur. Nous remercions M. Mahamadou Djouara de nous avoir accueillis et vous rappelez que le titre d'aujourd'hui portait sur la durée de la transition. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur La Voix d'Afrique. La Voix d'Afrique. La Voix d'Afrique. La Voix d'Afrique.com